Alors, chers amis, donc c'est notre dernier cours. Il n'y a pas de petit mugissement de tristesse. Bien, merci. Alors, voilà, ça va tout de suite mieux. Alors, on ne va pas perdre de temps. On a notre programme pour terminer qui est avec plusieurs opérations importantes de la société. Juste avant qu'on commence, je vous avais dit qu'on reparlerait de la loi Sapin 2, merveilleuse loi qui n'est pas dense du tout, qui est facile à lire, du 9 décembre, donc publiée au JO de dimanche matin, ce qui vous a permis de passer un bon, ou de samedi, ce qui vous a permis de passer un bon week-end à lire cette loi. Parmi ces mesures, donc, on a celle sur la rémunération des dirigeants de sociétés cotées, qui est l'article 161 de la loi, qui ajoute dans le Code de commerce un article L225-37-2, qui concerne donc les sociétés cotées. Et on vous dit, je vais donner une version simplifiée du texte parce que sinon l'heure et demie va passer à lire l'article, on vous dit que dans les sociétés cotées, les éléments de rémunération du dirigeant, donc des dirigeants qui sont les dirigeants exécutifs, président, directeurs généraux délégués, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires, et c'est l'Assemblée générale ordinaire. Donc, on a dit ça, ça veut dire qu'on introduit dans la loi un mécanisme de say on pay, puisque précédemment, et dans les sociétés non cotées, c'est le conseil d'administration qui détermine la rémunération. Point. L'Assemblée n'a pas son mot à dire. Simplement, là où... Alors, c'est pas complètement clair ce texte sur est-ce qu'il faut une résolution de l'Assemblée, est-ce qu'il faut deux résolutions, parce qu'on vous dit que les éléments de rémunération font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. Donc on a l'impression qu'il faut chaque année une résolution générale. Et ensuite on vous dit les projets de résolution... ensuite, on vous dit, l'approbation de l'Assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés. Bon, donc, d'accord, une résolution de l'Assemblée générale. Simplement, là où c'est, et là où je trouve que le texte aurait gagné à être plus clair, c'est qu'on vous dit ce qui se passe si l'Assemblée générale n'approuve pas la résolution. À ce moment-là, on vous dit que les principes et critères précédemment approuvés continue de s'appliquer. Donc l'Assemblée n'approuve pas je suis votre président, je vais demander une augmentation de ma rémunération parce que quand même, je le vaux bien. Et voilà, je demande plus 25% de ma rémunération et je fais un mouvement de cheveux en même temps. Voilà, merci. Donc, je demande une augmentation au Conseil et comme le Conseil est plutôt compétent et lucide sur la vraie valeur des choses, le Conseil m'accorde cette rémunération. Simplement, si on est dans une société cotée en bourse, grâce à cette loi, je dois maintenant soumettre à l'Assemblée, eh bien, l'Assemblée va devoir approuver ma rémunération. Si l'Assemblée n'approuve pas, les principes et critères précédemment approuvés continuent de s'appliquer. Donc, ce qu'on avait avant, qui avait été approuvé par l'Assemblée, joue. Donc, je vais rester avec ma rémunération telle qu'elle était prévue précédemment. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent. Tout ça fait encore sens, si j'ose dire. Et juste après, on vous dit, c'est là que c'est quand même un peu brouillon comme texte, ou en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existantes au sein de la société. Débrouillez-vous, allez voir les pratiques existantes. Ça veut dire quoi, les pratiques existantes au sein de la société? On donne un gros pourboire dans la société quand on va au restaurant. Donc voilà, ça ne me semble pas très très précis. Je rappelle que cette loi a fait l'objet, sur un autre point du droit des sociétés, cette loi a fait l'objet de
plusieurs censures de la part du Conseil constitutionnel. Vous avez une décision du 8 décembre dernier du Conseil constitutionnel et notamment, ce n'était pas inintéressant comme enseignement, vous aviez un texte de la loi Sapin II qui vous disait que dans les sociétés, voilà, qui vous disait la chose suivante, qui vous disait que l'Assemblée générale ordinaire d'une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. Est-ce que la loi était dans l'air du temps? Oui. Est-ce que la loi était indispensable? Non. Surtout pour vous dire, l'Assemblée peut. Oui, l'Assemblée peut aussi décider que le hall de la société sera repeint l'année prochaine d'une belle couleur. La loi n'a pas vocation à être alourdie, certes, par ce genre de choses, mais en même temps, quand on vous dit qu'il faut mettre dans le rapport de gestion des informations sur toute une série de sujets, l'économie circulaire, la lutte contre les discriminations, etc. Alors, c'est du normatif, mais on peut se dire qu'on alourdit beaucoup la tâche des sociétés. Ce n'est pas la même critique ici. Ici, c'est censuré parce qu'on vous dit que, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la loi est l'expression de la volonté générale et le Conseil constitutionnel en déduit que la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. Donc, dire qu'on peut faire ça dans une société, non. Si on y réfléchit, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui disent qu'on peut faire quelque chose, mais qu'on peut aussi ne pas faire quelque chose? Il me semble que toutes les lois ne sont pas tant de portée normative que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des lois qui sont supplétives. Si on ne les a pas écartées, elles s'appliquent quand même. Si on n'a pas écarté la loi supplétive, elle s'applique à notre situation. Là, c'est une loi qui dit juste, vous pouvez faire ça. Enfin, c'est une loi qui donne des indications. Voilà, vous le dites, on a des lois supplétives. C'est une loi qui donne des suggestions. Là, bon, alors, on a considéré que ça, c'était contraire à la Constitution, rien que ça, parce que c'était dépourvu de portée normative. Bon, d'accord, donc pas d'administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique, c'est bien dommage. En réalité, si bien sûr il peut y en avoir un, mais la loi n'a pas vocation à vous dire vous pouvez faire ça si vous le voulez, mais moi, voilà, il manque dans la loi la phrase fameuse du législateur qui est je dis ça, je dis rien, parce qu'en réalité c'est un peu ça. Le sens de cette censure, c'est la loi n'a pas à se prononcer dans le vide pour dire vous pouvez aussi faire ça. C'est pas juste une boîte à idées que la loi. Voilà. Donc, la loi Sapin, allez la voir. C'est vraiment une longue série de mesures qui sont pour beaucoup sans véritable. C'est pas sans véritable cohérence, mais tout ça, effectivement, le titre de la loi, c'est relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Mais vous comprenez qu'avec un terme comme la modernisation de la vie économique, vous arrivez assez vite à parler de tout ce qui peut avoir une traduction en euros à un moment donné. Bien. On revient à notre cours, on est dans la section 2, ultime, consacrée aux mutations affectant la société. Premier point qu'on va voir, paragraphe 1er, les règles générales sur la modification des statuts. Donc les règles générales sur la modification des statuts. Paragraphe 1er, 2 points à voir. Grand A, il faut en principe une décision des associés. Et grand B, on va voir selon quelle modalité. Pour modifier les statuts, il faut, en règle générale, une décision des associés. Pourquoi? C'est cette règle qu'on aime bien quand on est juriste, règle de parallélisme des formes, comme c'est les associés qui ont signé et qui ont rédigé les statuts, dans l'ordre inverse, ce sont les associés qui ont compétence pour remettre en cause les statuts. Donc, en principe, il faut une décision des associés. Illustration dans la société anonyme avec l'article L225-96, Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme.
où on vous dit qu'elle est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Bien. Dans la société anonyme, donc, la compétence pour modifier les statuts est donnée à l'Assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est la compétence de principe. Parfois, vous pouvez avoir d'autres organes qui sont compétents parce que la loi ou les statuts vont prévoir que, exceptionnellement, il est possible que les statuts soient modifiés par un autre organe. Je prends une illustration. Dans la société à responsabilité limitée, par exemple, vous avez la possibilité pour le gérant de la SARL, je retrouve l'article, voilà, article L223-18, où on vous dit que le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article, etc. Donc, exceptionnellement, on permet aux dirigeants de la SARL de déplacer le siège social. Vous étiez à Paris, tout allait bien, vous vous prépariez à vous rendre à l'Assemblée, et puis on l'a déplacé sur le territoire français, et vous vous retrouvez à La Réunion, par exemple, et oui, ben c'est demain à l'Assemblée, ah oui, mais hier, ils ont déplacé le siège à La Réunion, c'est un peu compliqué, il faut prendre l'avion. Bon, voilà une situation que l'on pourrait rencontrer. Oui, bien sûr, les associés pourront décider de ne pas ratifier cette décision, mais voilà une illustration. De même, on vous dit, dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Et la loi Sapin 2 a prévu une règle comparable aussi pour la société anonyme. Donc les dirigeants peuvent, quand la loi les y autorise, mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives, légales ou réglementaires. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, plutôt, parce que ça permet d'aller assez vite. Maintenant, c'est pas forcément si simple que ça. Si le gérant commence à vous modifier les statuts unilatéralement en décidant que tel ou tel article n'est pas conforme aux dispositions impératives de la loi, c'est fait plutôt pour les cas dans lesquels la loi dit avant telle date, les sociétés, les SARL par exemple, doivent modifier leur statut sous peine de ceci ou de cela, et si l'Assemblée ne l'a pas fait, le dirigeant a la possibilité de le faire. Mais ça pourrait être utilisé, ce n'est pas un pouvoir qui est beaucoup discuté, mais ça pourrait être utilisé par le gérant pour causer du tort aux associés. Une question que vous posez, est-ce qu'on peut utiliser le règlement intérieur pour contourner les limitations aux modifications statutaires? Le règlement intérieur, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer, qui est un acte qui généralement est pris par un organe de la société pour dire comment fonctionne cet organe. En principe, on ne doit pas pouvoir avoir un règlement intérieur du conseil d'administration, par exemple, qui ne serait pas conforme au statut de la société. Donc, normalement, on ne peut pas contourner les statuts par le règlement intérieur, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des statuts qui ne disent pas grand-chose sur tel aspect du fonctionnement du conseil d'administration et le règlement intérieur qui va être adopté pour prévoir des choses différentes, plus contraignantes. Donc, votre question, votre observation plutôt, est très pertinente. Compétence de principe des statuts, mais éventuellement à d'autres organes, lorsque ce sont les associés qui prennent la décision. Selon quelle modalité prennent-ils la décision de modifier les statuts? Est-ce qu'il faut l'unanimité ou est-ce qu'on peut prendre une décision, notamment à la majorité? Enfin, suivant d'autres modalités, et c'est pas notamment, c'est et à la majorité qui peut être simple ou qui peut être une majorité qualifiée. La règle qui nous vient, qui est donnée par l'article 1836, mais qui n'est qu'une application du droit des contrats, article 1836 du Code civil, on vous dit, je prends le texte,
Voilà. On vous dit, les statuts ne peuvent être modifiés à défaut de clause contraire que par l'accord unanime des associés. Donc il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on modifie les statuts, sauf si les statuts prévoient une majorité particulière pour modifier les statuts. Donc les statuts, tout le monde est d'accord pour que dans les statuts figure une clause qui dit que pour modifier un article des statuts, il suffit d'avoir une décision prise par les 3/4 des associés, ou par des associés représentant les 3/4 des droits de vote de la société. Donc, les statuts peuvent prévoir une modification suivant une majorité particulière, et la loi déroge parfois à l'article 1836. Je prends l'article qu'on évoquait tout à l'heure pour la société anonyme, l'article L225-96, et cet article vous dit la chose suivante. L'Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée pour modifier les statuts de la société. Elle statue à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Donc, elle statue avec, légalement, une majorité, parce que vous comprenez bien que si vous avez une société avec de très nombreux actionnaires ou de très nombreux associés, si vous avez besoin de l'unanimité pour modifier les statuts, vous n'aurez que très difficilement cette unanimité. Si j'ai 50 actionnaires, ça risque d'être très difficile d'obtenir que les 50 votent un jour la modification des statuts. Il y en aura toujours un qui sera absent ou qui ne voudra pas voter la modification. Donc, on a une règle qui simplifie les choses, c'est une majorité qualifiée dans la société anonyme. On a d'autres majorités dans d'autres sociétés, mais voilà, il faut que la loi ou les statuts aient prévu cette majorité. Particularité, quand vous augmentez les engagements des associés, il vous faut, alors on dit souvent qu'il faut l'unanimité. En réalité, il faut que ceux dont les engagements sont augmentés donnent leur consentement. C'est l'article 1836 qui nous le dit, qui dit « En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Ça semble aller de soi. On est en société à responsabilité limitée. Si on veut changer de forme sociale et se mettre en société où la responsabilité est une responsabilité illimitée, il faut que les associés qui vont supporter cette responsabilité donnent leur consentement à l'opération de transformation. On s'est posé la question de savoir si l'augmentation des engagements de l'associé, c'était à comprendre au sens strict ou au sens large. Est-ce qu'on veut dire par augmentation des engagements que toute aggravation de sa situation suppose son consentement? La réponse que l'on déduit de la jurisprudence, et qui est généralement celle retenue en doctrine aussi, c'est que non, le texte parle d'augmentation des engagements. Si l'on réduit les droits des associés, on n'a pas l'unanimité, enfin, on n'a pas besoin du consentement des associés, sauf quand la loi le demande. Je vous donne une illustration tout de suite. Dans la société par action simplifiée, dans la SAS, vous avez un texte qui est l'article L227-19, qui vous dit que les clauses statutaires, qui sont les clauses d'inaliénabilité et d'agrément, pour faire simple, les clauses d'inaliénabilité et d'agrément supposent, pour qu'on les intègre dans les statuts, une décision unanime des associés de la SAS. Donc, il faut une décision unanime des associés de la SAS.
Là, la loi le prévoit. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qui va être remis en cause par la loi Sapin 2, en partie. Je ne rentre pas, on verra ça au deuxième semestre, en droit spécial des sociétés. Mais ce qui m'importe ici, c'est que la loi vous dit que pour ajouter une clause d'agrément ou une clause d'inaliénabilité, eh bien, il faut l'accord unanime des associés. Quand on ajoute une clause d'inaliénabilité, une clause qui dit que je ne peux pas sortir de la société, j'ai plus envie de voir ça comme une augmentation des engagements. Je suis venu pour être associé, et puis vous me dites que je suis maintenant coincé pendant 10 ans. Ça, c'est sans doute une augmentation des engagements. Mais on pourrait aussi voir ça, et pour le coup, pour la clause d'agrément, ça se voit mieux, c'est la clause d'agrément, c'est si je veux céder mes actions, je dois obtenir une autorisation. On n'a pas augmenté mes engagements, véritablement, on a surtout réduit mes droits. J'avais des actions avant que je pouvais céder librement, maintenant je ne peux plus les céder qu'en obtenant l'autorisation d'un organe particulier. Et donc on peut discuter, vous voyez, sur augmentation des engagements, réduction des droits. Si on me demande des apports en plus, si on fait peser sur moi, des conséquences patrimoniales parce que je dois payer à la place de la société si elle ne peut pas le faire, je n'ai pas de difficulté pour dire que c'est une augmentation des engagements. Mais quand je n'ai plus la possibilité, comme c'était le cas avant, de céder mes droits aussi facilement, c'est moins facile de dire que c'est une augmentation des engagements, c'est plutôt une réduction des droits. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut considérer que on réduit les droits, mais on va le faire aux conditions de modification des statuts qui peuvent déjà être exigeantes, mais on ne demande pas, parce que sinon ça peut rendre impossible ce type de décision, on ne demande pas à recueillir le consentement de chacun. Oui ? Exactement. Alors, c'est un peu une distinction différente que vous évoquez. Vous parlez d'engagement pécuniaire, l'augmentation des engagements pécuniaires. Oui, on vise avant tout celle-là, mais une augmentation d'autres engagements, je ne sais pas, j'aurais une obligation de faire des choses pour la société ou de lui révéler des informations. Il me semble qu'on serait aussi dans de l'augmentation des engagements. Mais c'est vrai que, du coup, quand la question s'est posée, ça se traduisait généralement par un engagement pécuniaire. Quand on limite la liberté des associés de faire telle ou telle chose, ce n'est pas un engagement pécuniaire. Donc, ça, c'est sur la question de la modification des statuts. Le principe, c'est que ça peut se faire à la majorité prévue par la loi ou les statuts. L'exception, c'est le cas où on augmente les engagements des associés. Là, il faut aller recueillir l'engagement des uns ou des autres. Certaines sociétés vont prévoir que la modification des statuts se fait à l'unanimité parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles on ne veut pas qu'on puisse modifier le cadre tel qu'il a été posé par les premiers associés. Oui, cher ami. Venez perturber mon cours une fois de plus. Oui. Je plaisante. L'alinéa 2 ne veut pas dire unanimité parce qu'on nous... Enfin, si on augmente les engagements de tout le monde en même temps, oui, c'est l'unanimité. Mais si on décide que tel associé doit voir, je ne sais pas, on change de forme sociale, par exemple, pour aller à une forme sociale qui fait peser sur certains seulement un engagement plus fort, on n'a pas besoin de l'unanimité. On a besoin de la majorité requise pour la modification des statuts et de l'accord des personnes qui voient leurs engagements augmenter. Bien. Donc, deuxième point qu'on va voir, une modification particulière, c'est les modifications du capital social. Quand la société se constitue, elle va indiquer dans ses statuts qu'il y a un chiffre qui correspond au capital social. Ce chiffre, on peut le modifier pour l'augmenter ou pour le réduire.
savoir l'augmentation puis la réduction, si on augmente le capital social, ça veut dire que soit on augmente, la plupart du temps, on va augmenter le nombre des actions. Présentons les choses comme ça. On va augmenter le nombre d'actions. Ça veut dire que la société avait un capital, par exemple, d'1 million d'euros. Elle prend la décision de créer 1000 actions nouvelles. Chaque action avait une valeur nominale de 1000 euros. On crée 1000 actions nouvelles de même valeur nominale. Donc notre capital est maintenant de 2 millions d'euros, amis mathématiciens. Donc on va créer 1000 actions nouvelles auxquelles vont souscrire soit les actionnaires en place, soit des personnes qu'on va faire venir dans la société. Bon. On retrouve ici la distinction sociétés qui font offre au public d'instruments financiers et sociétés qui ne le font pas, puisque si on décide que notre augmentation de capital, on la propose au public en demandant à une banque, par exemple, de proposer à ses clients de devenir nos actionnaires, ou si on fait une publicité sur un site internet ou à la télé pour dire « devenez actionnaire de notre société », ou par voie d'affichage, eh bien, on va faire une offre au public d'instruments financiers. Et ce type de situation, on n'est pas coté en bourse, mais on va faire une offre au public d'instruments financiers. C'est une opération qui fait l'objet d'une réglementation particulière. On va devoir faire un prospectus, donc un document qui va être regardé par l'autorité des marchés financiers, parce qu'on ne peut pas donner une information qui n'est pas vérifiée au public. Et dérogation à cela lorsqu'on fait du financement participatif en dessous de certains montants. On va pouvoir être dispensé de ces formalités, mais pour le moment, donc, retenons cela, l'augmentation de capital peut se faire avec offre au public ou sans offre au public. Restons dans l'idée d'une société fermée, on décide qu'on a besoin d'argent et qu'on va augmenter notre capital. Je réponds à une question que pose l'un d'entre vous qui dit « un compte courant ne peut jamais », qui interroge, « un compte courant ne peut-il jamais être intégré au capital ?» Alors, quand on parle d'intégrer les comptes courants au capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un actionnaire, j'ai prêté de l'argent à la société, donc j'ai une créance de remboursement. Elle me doit 200 000 euros que je lui ai prêté au titre de mon compte courant d'associé. Si on fait une augmentation de capital et que je souscris pour 200 000 euros d'actions, je peux payer, entre guillemets, l'augmentation de capital par compensation. Ça veut dire que j'ai souscrit pour 200 000 euros d'actions, je dois 200 000 euros à la société, mais comme la société me doit elle-même 200 000 euros au titre de mon remboursement de compte courant, eh bien, il y a compensation, et c'est ça qu'on appelle intégrer les comptes courants au capital social. Un créancier peut le demander. Je suis une banque, peut-être qu'avant de vous prêter de l'argent pour une grosse opération, je vais dire, je ne veux pas qu'il y ait des associés qui aient fait des prêts à la société, qui puissent les récupérer à tout moment. Donc, soit vous me bloquez les comptes courants pendant 5 ans, donc toute la durée de mon remboursement à moi, banque, vous ne pourrez pas demander le remboursement de vos comptes courants, soit, mieux encore, vous intégrez vos comptes courants au capital. Ça veut dire que vous faites une augmentation de capital et vous n'avez plus, vous les associés, des créances de remboursement sur la société. Vous avez plus d'actions. Mais si vous avez plus d'actions, ça veut dire que vous récupérez quand votre argent? Après les créanciers et notamment après moi, la banque. Donc c'est un moyen de consolider, d'améliorer la position du créancier que de demander aux associés d'intégrer leur compte courant au capital. D'accord? Bon. Sur l'augmentation de capital, ce sont des dispositions de droit spécial qui vont traiter l'augmentation de capital. Mais il y a quelques principes qu'il faut évoquer. C'est une modification des statuts. Est-ce qu'on peut obliger un associé à souscrire à une augmentation de capital? Vous avez l'élément de réponse.
Oui. Voilà, si on veut vous obliger à ça, vous dites non, non, article 1836, on ne peut pas augmenter mon engagement sans mon consentement. Mais augmenter le capital, ça ne veut pas dire forcément augmenter votre engagement. Vous pouvez, la société peut décider une augmentation de capital, vous êtes minoritaire, vous vous opposez à ça, mais on décide quand même que la société va augmenter son capital. Vous ne souscrivez pas à l'augmentation de capital, donc vous ne mettez pas plus d'argent dans la société. Simplement, pour vous, la situation est moins bonne qu'avant parce que quand les nouveaux actionnaires arrivent, ils réduisent votre pouvoir politique. Il y avait 1000 actions de la société, vous en aviez 100. Ça veut dire que vous aviez 10% des actions et donc 10% des droits de vote de la société. Maintenant qu'on a un capital de 2000 € et que vous n'avez plus, vous avez toujours vos 100 actions, mais vous avez 100 actions sur 2000, donc vous n'avez plus que 5% des droits de vote, et des choses que vous pouviez bloquer parce qu'il fallait une majorité de 95%, eh bien, vous ne pouvez plus les bloquer désormais. Avec 10%, vous bloquiez, avec 5%, vous ne bloquez plus. Donc, il y a ce qu'on appelle parfois dans les augmentations, enfin parfois, si vous ne souscrivez pas à l'augmentation de capital, il y a un phénomène de dilution. Et certaines fois, on voit que l'augmentation de capital, elle est faite non pas pour consolider la situation de la société, pour augmenter ses capitaux propres, les apports qui lui sont faits, mais l'augmentation est faite pour diluer le minoritaire. Des fois, ça peut être, par exemple, parce qu'on va distribuer un bénéfice important. Et plus vous avez d'actions, plus vous avez de pourcentage du bénéfice. Et donc, on va faire une augmentation de capital qui n'est pas utile, mais en empêchant les minoritaires, d'une manière ou d'une autre, d'y participer. Et le résultat, c'est qu'on va les diluer. Est-ce qu'on peut faire valoir une absence d'affectio societatis en cas de refus d'augmentation de capital? Non, je ne crois pas, parce que on a constitué la société, il y avait, quand on l'a constituée, l'affectio. Maintenant, on n'est pas d'accord sur l'augmentation de capital. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas augmenter le capital qu'on n'a pas d'affectio societatis. Après tout, on pourrait très bien dire qu'on en a plus parce qu'on veut rester entre nous. On s'aime tellement, nous les associés, qu'on ne veut pas qu'il y ait des tiers qui viennent rentrer dans la société, ou on ne veut pas changer l'équilibre. Le coup d'accordéon, on en parle dans 3 secondes. Donc, augmentation de capital, la loi ou les statuts peuvent prévoir, pour protéger les actionnaires en place, peuvent prévoir ce qu'on appelle un droit préférentiel de souscription. Je prends le cas pour la société anonyme, et ça vaut pour les sociétés par action. Article L225-132, les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Ça veut dire que, proportionnellement à la part de capital qu'on détient, on a le droit de souscrire par priorité à l'augmentation de capital. Donc si j'ai 10% des actions, si vous faites une augmentation de capital, j'ai un droit irréductible à souscrire à 10% des actions nouvelles. Donc j'ai le droit de maintenir mon pouvoir politique dans la société. Après ce droit préférentiel, on peut avoir des cas dans lesquels on le supprime, on peut avoir des cas dans lesquels on y renonce, mais le principe, c'est que, pour ces sociétés-là en tous les cas, c'est que les actionnaires en place ont un droit préférentiel de souscription. Ça, c'est une première protection. Il y a une autre protection qui leur est accordée, mais qui peut, là encore, disparaître, c'est la prime d'émission.
quand vous faites une augmentation, je crois qu'on avait déjà envisagé cet exemple, le DPS, le droit préférentiel de souscription, il est là pour protéger le pouvoir politique. J'ai 10% des droits de vote, je ne veux pas qu'il y ait une augmentation de capital, que ça me passe sous le nez et que j'ai plus que 5% parce que je n'ai pas souscrit. Donc j'ai le droit de souscrire, sauf si on a supprimé, cédé, renoncé, etc. Mais, par ailleurs, vous avez ce mécanisme de la prime d'émission. On a notre société qui a 1 million d'euros de capital social, mais qui a fait des bénéfices qu'elle n'a pas distribués, et il y en a pour 4 millions d'euros dans les réserves. Donc aujourd'hui, un actionnaire, si on regarde, pour faire simple, la valeur d'actifs nets de la société, imaginons que la société n'a pas de dette, si aujourd'hui on doit liquider la société et donner à chaque actionnaire ce qui lui revient, chaque action donne droit à 1 000 euros d'apport de capital social et 4 000 euros de réserve. Si on partage aujourd'hui, chaque action donne droit donc à 5 000 euros. Si on augmente le capital et qu'on crée 1 000 actions supplémentaires de même valeur nominale, on va créer 1 000 actions nouvelles, 1 million d'euros en plus de capital social, donc on a un capital social de 2 millions d'euros, mais on a toujours les mêmes réserves de 4 millions d'euros. Si on liquide la société juste après l'augmentation de capital, ça veut dire que les actions nouvelles, enfin toutes les actions donnent le même droit, et donc on a 2000 actions qui vont se partager une valeur de 2 000 euros de capital social plus 4 000 euros de réserve égale 6 millions d'euros. Donc, une action avant l'augmentation de capital donnait droit à 5 000 euros. Après l'augmentation de capital, elle ne donne plus droit qu'à 3 000 euros. Pour éviter que le droit aux réserves des actionnaires en place soit réduit du fait de l'augmentation de capital, quand on crée les nouvelles actions, on demande aux nouveaux entrants de verser à la société une prime d'émission pour maintenir les réserves à un niveau qui ne porte pas atteinte aux droits des actionnaires en place. Donc, si chaque action donnait droit à 4 000 euros de bénéfices non distribués, il faut que chaque action nouvelle donne lieu à un versement de 1 000 euros au titre de l'apport et à une prime d'émission de 4 000 euros pour maintenir le droit aux réserves. Comme ça, au final, on a capital social 2 millions d'euros et on a des réserves de 8 millions d'euros, ce qui fait qu'on a peut-être doublé le nombre d'actions, mais comme on a doublé le montant des réserves, le montant du bénéfice distribuable, des sommes distribuables en tous les cas, eh bien, on n'a pas porté atteinte aux droits, aux réserves des actionnaires en place. Si vous ne demandez pas de prime d'émission lorsque vous faites une augmentation de capital, c'est comme si vous faisiez un cadeau aux actionnaires qui sont en train de rentrer dans la société. Parce que lorsqu'ils rentrent dans la société, par principe, ils ont les mêmes droits. Vous vous rappelez que le droit aux dividendes, il n'est quand l'Assemblée prend la décision de distribuer le bénéfice sous forme de dividendes. Quand les nouveaux actionnaires sont là, si le lendemain de leur arrivée, l'Assemblée décide de distribuer un bénéfice aux actionnaires, ils ont le même droit que les actionnaires qui sont là depuis le début, depuis la création de la société. Ça, c'est l'augmentation de capital. Mais vous avez un phénomène inverse qui est la réduction de capital, et il faut distinguer, parce que la réduction de capital, vous avez quelques textes pour les sociétés par action et les SARL, vous n'avez pas de texte pour d'autres sociétés comme la SNC ou la société civile. Quand vous faites une réduction de capital, ça veut dire qu'il y avait des apports qui avaient été faits et on fait disparaître ces apports. Il faut distinguer deux situations en réalité. Soit on a fait des apports à la société, on lui a apporté 1 million d'euros, mais la société, au fil du temps, a fait des pertes et aujourd'hui, elle n'a plus rien dans ses caisses.
Donc elle avait 1 million d'euros au départ, aujourd'hui elle a à peu près 0. Elle a un article sur la prime d'émission, vous l'avez, il me semble, je crois que c'est un article dans les textes sur la société anonyme. Je ne suis pas certain. Je vous donnerai la référence éventuellement en complément. En tous les cas, donc vous avez sur la réduction de capital, vous avez... Attendez, je vais quand même vous le retrouver. L225-128, pardon. Et donc L225-128, on vous dit les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Voilà. Donc, on vous donne cette possibilité. Bon, on a envie de vous dire, là encore, est-ce que ça a une portée normative? Bon. En tous les cas, sur la réduction de capital, premier exemple, enfin première situation, motivée par des pertes. Motivée par des pertes, c'est la situation, donc dans mon exemple, on avait un capital d'1 million, donc la société avait reçu 1 million d'apport, elle a fait des pertes, aujourd'hui elle n'a plus rien dans ses caisses. Sauf que, sur le papier, elle a un capital social d'1 million d'euros. Les tiers peuvent penser qu'elle a toujours cette somme. Et donc, il faut protéger les tiers contre cette situation trompeuse, et ça passe par deux choses. Dans certaines sociétés, SARL et sociétés par action, vous avez des mécanismes qu'on verra en droit spécial pour obliger à reconstituer les capitaux propres ou sinon à baisser le montant du capital social. Ça, c'est des mécanismes de droit spécial qu'on verra. C'est une première chose. Deuxième règle, deuxième mécanisme, quand la réduction de capital est motivée par des pertes, on n'a pas besoin de protéger particulièrement les créanciers parce que la réduction de capital, c'est précisément une mesure qui les protège. Si je réduis mon capital social à 1 euro, par exemple, si j'ai le droit de le faire, eh bien, c'est mieux pour les créanciers de voir que la société a un capital social d'1 euro plutôt qu'un capital social d'1 million d'euros qui ne correspond plus à rien. Donc, quand on réduit le capital social pour tenir compte des pertes, on dit pour apurer les pertes de la société, ça veut dire qu'on va annuler toutes les actions de la société, ou on va réduire la valeur nominale des actions de la société. Peut-être que chaque action ne vaut plus qu'1 centime d'euro. Et donc, on a un capital social qui est réduit pour tenir compte du fait que les capitaux propres ont disparu du fait des pertes que la société a subies. Si la société n'a pas besoin, de par la loi, d'avoir un capital social minimum, on peut peut-être se contenter d'un capital social d'1 euro. Mais, et c'est ça le coup d'accordéon dont on parlait tout à l'heure, on peut annuler toutes les actions de la société et ramener son capital à 0, ou au montant qui permet d'apurer les pertes. Et ensuite, on va faire une augmentation de capital derrière. Donc on demande aux actionnaires ou à d'autres personnes de faire de nouveaux apports. Et à ce moment-là, ceux qui font de nouveaux apports, eh bien, on fait une augmentation de capital et donc on a les nouveaux actionnaires ou les actionnaires en place qui font de nouveaux apports. Et donc on avait 1 million d'euros de capital social, on a subi des pertes, on ramène le capital social à 0, on annule toutes les actions et l'instant d'après, on va augmenter le capital social. Et on augmente le capital social à 1 million d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé aux actionnaires de remettre 1 million d'euros dans la société, où on a demandé à un tiers de participer à cette augmentation de capital. Pourquoi est-ce que généralement on fait d'abord une réduction puis une augmentation?
Parce qu'en faisant la réduction, on tient compte des pertes qui sont intervenues et on oblige finalement, en faisant ça, on oblige les actionnaires à contribuer aux pertes. J'avais fait un apport, l'apport a disparu. Si on réduit le capital, on fait disparaître mon action. Si on ne fait pas ça et qu'on fait rentrer, imaginons qu'on trouve quelqu'un qui veut bien financer notre société. On avait 1 million d'euros de capital social, c'était vous les actionnaires. Tout a disparu, on a fait de très mauvais résultats, les pertes ont été terribles, on n'a plus rien dans les caisses de la société. On n'a plus rien, et à ce moment-là, on trouve quand même quelqu'un qui croit dans notre société et qui veut bien mettre 1 million d'euros dans la société. Donc on lui dit, c'est super, on va augmenter le capital social pour 1 million d'euros. Si on n'a pas fait de réduction de capital et qu'on n'a pas fait disparaître nos actions à nous, ça veut dire que lui, il va verser 1 million d'euros au titre de son apport. Le moment où il verse et où il devient actionnaire, on a combien d'actions si on n'a pas réduit le capital social à zéro? J'ai toujours le même chiffre, 1 million d'euros de capital social pour 1000 actions. Donc on a 2000 actions. Nos actions à nous, l'apport qu'on avait fait, il a disparu depuis longtemps, mais nos actions n'ayant pas été annulées, on a toujours nos actions. Et donc la société a dans ses caisses 1 million d'euros. C'est ce qu'a apporté le nouvel entrant. On a émis 1000 actions nouvelles pour tenir compte de son apport, mais si aujourd'hui on liquide la société, on a 2000 actions qui vont se partager 1 million d'euros. Ça veut dire que lui, il a apporté 1 million d'euros, mais si le lendemain de son arrivée, on liquide la société, il en a perdu la moitié parce que chaque action ayant les mêmes droits, nos actions à nous, nous permettent de récupérer autant que ses actions à lui. C'est pour ça qu'en pratique, quand vous avez un tiers qui rentre au capital d'une société en difficulté, on fait généralement un coup d'accordéon pour apurer les pertes. Et du coup, si les actionnaires en place veulent rester actionnaires, ils doivent remettre de l'argent dans la société et le tiers qui vient éventuellement renflouer la société n'a pas à subir la situation et n'a pas finalement à verser de l'argent parce que c'est à ça que ça revient aux actionnaires en place. Bon, sur les opérations sur capital social, encore une fois, c'est plutôt du droit spécial. Enfin, ce sont des mesures de droit spécial. Dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par action plus largement, vous avez de très nombreuses dispositions assez compliquées à lire. C'est une opération importante parce que c'est l'opération par laquelle on fait rentrer des gens dans une société, dans une entreprise, en qualité d'actionnaire. Donc, on a, il y a une vraie... c'est presque une sous-branche du droit des sociétés. Vous avez par exemple un livre qui est consacré entièrement au sujet, qui s'appelle « Opérations sur capital social » de mon collègue Renaud Mortier de l'Université de Rennes. Voilà, c'est des opérations qui sont des opérations complexes, compliquées. Voilà. Oui ? Non, c'est effectivement, vous avez des décisions qui vont considérer qu'une augmentation de capital, quand elle est faite, c'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, et je crois que cet arrêt prend précisément ce cas-là, quand c'est fait pour diluer des actionnaires parce qu'on va distribuer le bénéfice qui résulte de la vente d'un immeuble de la société bientôt et qu'on décide de faire une augmentation de capital juste pour augmenter nos actions, notre nombre d'actions à nous les majoritaires, pour que les minoritaires qui avaient 5% n'aient plus que 1% par exemple, ça permet que lorsqu'on va distribuer le bénéfice, si les minoritaires se sont laissés diluer, ils n'ont plus droit à 5% du bénéfice, ils ont droit à 1%. Ils n'ont pas droit aux mêmes sommes. Si on a plus de personnes qui se partagent le gâteau, plus d'actions qui se partagent le gâteau, voilà, les minoritaires, s'ils ne souscrivent pas à l'augmentation, ils ont encore moins.
Ils en ont profité pour oui, je ne sais plus s'il y avait aussi un changement d'objet social, mais bon, enfin voilà, c'est. En tous les cas, l'augmentation de capital peut être aussi une opération abusive. Deuxième type d'opération qu'on voit, la transformation. La transformation, c'est le changement de forme sociale. Il faut respecter des conditions de fond et des conditions de forme, et on verra ensuite quels sont les effets de l'opération. Grand A, les conditions de la transformation. Donc, grand A, les conditions de la transformation. Dans les conditions de fond, il y a une condition qui est pas formulée par les textes de manière claire, mais une condition qui est généralement reconnue comme étant applicable à toute hypothèse de transformation, c'est il faut que la société, au moment où elle modifie ses statuts, eh bien, il faut qu'elle satisfasse déjà aux conditions de la forme d'arrivée. Si la forme d'arrivée a besoin d'un nombre d'actionnaires particulier, c'était le cas par exemple de la société anonyme jusqu'en 2015, si vous voulez transformer votre SARL en société anonyme, il fallait que, au moment où vous décidiez la transformation, que la société ait déjà 7 associés. Il fallait qu'au moment de la transformation, il fallait déjà satisfaire les conditions requises de la forme d'arrivée. Ça, c'est ce qu'on peut voir parmi les conditions de fond. Dans les conditions de forme, il y a, formellement, c'est une modification des statuts que l'on réalise. Cette modification des statuts, elle se fait aux conditions requises pour la modification des statuts de la forme de départ. Si je transforme une SARL en société d'une autre forme, eh bien, il faut que je regarde l'article L223-30 qui me dit que la majorité requise, c'est en principe, mais c'est plus compliqué que ça, c'est les 3/4 des parts sociales. Après, les sociétés constituées à compter de 2005, c'est différent, mais on va retenir ça pour le moment. En principe, c'est les 3/4 des parts sociales. Donc, il faut, pour transformer une SARL en société d'une autre forme, que je respecte cette règle pour modifier les statuts de la SARL. Ça, c'est le principe. Après, la loi peut prévoir des conditions différentes. Exemple, pour transformer une société en société par action simplifiée, vous avez un texte qui est l'article L227-3 qui vous dit la chose suivante, qui dit la décision de transformation en SAS est prise à l'unanimité des associés. Donc on vous dit, quelle que soit la forme sociale de départ, il y a une règle spéciale qui s'applique à la SAS et qui s'applique aux sociétés qui se transforment en SAS et qui est qu'il faut l'unanimité. Ce n'est pas tous les présents sont d'accord, c'est tous les associés existants de la structure de départ sont d'accord pour décider la transformation. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est une forme sociale qui est dangereuse, parce qu'on va peut-être mettre des clauses hyper compliquées, et du coup, eh bien, on veut protéger les associés futurs de la SAS en demandant que tout le monde soit d'accord pour passer en forme de SAS, sous forme de SAS. Est-ce que toutes les transformations sont possibles, y compris vers une société unipersonnelle ? Généralement, passer de société à plusieurs associés à une société unipersonnelle, ce n'est pas une transformation. La SARL, si vous n'avez qu'un seul associé, eh bien, il y a des règles particulières qui s'appliquent, mais ça reste une SARL. C'est pas le URL, ce n'est pas une forme distincte de société. C'est une SARL qui n'a qu'un seul associé.
il faut le dire aux personnes qui, des artisans par exemple, avec leur camionnette avec marqué Monsieur Untel, EURL, vous courez après la camionnette en tapant sur la porte et vous dites vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé. En réalité, c'est une SARL. Bon, la loi vous dit qu'il faut marquer, qu'il faut faire suivre la dénomination sociale des lettres SARL ou Société à responsabilité limitée. Voilà. Ça veut dire que le jour où ils prennent un deuxième associé, en plus, ils ne sont vraiment pas, pour le coup, en conformité avec la situation réelle de la société. Mais EURL et SASU, ce n'est pas des formes sociales distinctes, c'est une SARL ou une SAS qui se trouve à un moment donné n'avoir qu'un seul associé. Alors, vous avez des règles qui peuvent, enfin qui méritent d'être signalées, des règles, voilà, exigences, merci cher Florian, voilà, non content de poser des questions oralement, vous devez les poser aussi via Facebook, et je ne parle pas des pigeons voyageurs à l'accent allemand qui passent leur temps à m'assaillir pendant le cours. Donc, on a, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire roux avec l'accent allemand, donc on a effectivement pour certaines sociétés, enfin, pour certaines transformations, on va vous demander l'unanimité, soit parce que la loi le prévoit, soit parce que pour transformer par exemple une SARL en société, en non collectif, où tous les associés ont une responsabilité illimitée, ça veut dire que chaque associé de la SARL doit donner son consentement à la transformation, et donc ça veut dire qu'il faut l'unanimité. Alors vous avez des transformations qui ne sont pas possibles. Si vous voulez passer de la société à un groupement d'une autre forme qui ne serait pas une société, en principe, ça n'est pas possible. Il faut une autorisation légale. Si vous faites une transformation dans un cas qui n'est pas autorisé, si vous transformez par exemple une association en société, ça veut dire que vous ne transformez pas. En réalité, vous faites une dissolution suivie d'une reconstitution. Et donc, dans les conditions qui peuvent être plus rigoureuses, on peut imposer, ça peut être des demandes d'avoir des majorités particulières, ou ça peut être l'intervention d'une personne qu'on appelle le commissaire à la transformation, qui est un professionnel, c'est-à-dire que ça va être, c'est pour les sociétés, pour faire simple, qui n'ont pas de commissaire aux comptes. Si on veut les transformer en une société par action, eh bien, on va faire intervenir un commissaire à la transformation qui va apprécier l'évaluation des biens sociaux qui a été faite pour éviter que vous deveniez une société par action où les apports ont normalement fait l'objet d'une vérification par un commissaire aux apports, sans être passé par la case vérification. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez commencé en SNC, personne n'a regardé la valeur réelle de vos apports. Si vous voulez devenir une société par action simplifiée, on va faire intervenir un commissaire à la transformation qui va regarder quelle est la valorisation qui a été donnée aux actifs de la société. Sur la transformation, je passe aux effets de la transformation quand une société se transforme. Quand une société se transforme, eh bien, le principe, c'est que sa personnalité morale est maintenue. C'est ce que vous dit l'article 1844-3 du Code civil. La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Ça, c'est important. Si vous transformez, c'est la même personne morale qui continue, mais sous une forme différente. On avait une SARL, on a maintenant une société par action simplifiée. Les contrats qui avaient été faits par la SARL sont maintenus sur la tête de la société par action simplifiée. Il n'y a pas tous les contrats qui s'arrêtent parce que la SARL a disparu. C'est la même personne morale qui continue,
mais ces statuts ne sont plus les mêmes. Donc, le principe, c'est le maintien de la personnalité morale de la société. Simplement, elle va connaître bien des modifications du fait de la transformation. Ça veut dire que, par exemple, si vous étiez le gérant de la SARL, vous perdez votre mandat social. Vous n'êtes pas révoqué, mais vous perdez votre mandat social parce que maintenant, la SAS n'a pas un gérant, elle a un président. Et ce président, il faut voir qui on va nommer comme président. Mais les organes en place dans la société de la forme qui disparaît ne se retrouvent pas automatiquement dans la société transformée. Ce n'est pas parce que vous étiez dirigeant de la société avant la transformation qu'automatiquement vous devenez dirigeant de la société une fois celle-ci transformée. Pour les tiers, la jurisprudence a formulé des solutions qui sont... Retenez que l'idée, c'est qu'on veut toujours protéger les tiers. Je veux dire par là que si on transforme une société à responsabilité illimitée en société à responsabilité limitée, j'avais prêté de l'argent à la société quand c'était une SNC par exemple, et on l'a transformée ensuite en SARL. Est-ce que je peux poursuivre les associés de la société transformée? On pourrait dire, ben non, parce que maintenant c'est une SARL. Non, la jurisprudence vous dit que la transformation ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers, et donc le droit de poursuivre les associés de la SNC que j'avais avant la transformation, je l'ai pour mes créances nées avant la transformation, il est maintenu après la transformation. Donc, exceptionnellement, après la transformation, il y a une SARL, mais dont j'ai gardé un droit à poursuivre les associés. Dans le sens inverse, si on transformait une SARL en SNC, en principe, la solution devrait être que si mon droit est né quand la société était une SARL, je n'ai pas la possibilité de poursuivre les associés. Mais les rares décisions qui se sont prononcées sur le sujet se sont prononcées en faveur des créanciers en leur permettant de poursuivre une fois la société transformée, en permettant que les créanciers de la SNC, enfin, ils étaient créanciers, leur créance était née quand elle n'était qu'une SARL, mais on leur permet de poursuivre les associés de la SNC une fois que la société est transformée en SNC. Donc retenez que la solution jurisprudentielle est toujours favorable aux créanciers. Si vous aviez un droit à poursuivre les associés, il se maintient même si la société devient une SARL, et si vous n'aviez pas ce droit, il vous est étendu. Oui, l'intervention du commissaire à la transformation, mais ça on le verra en droit spécial, elle est impérative, c'est l'article L224-3. Je vous donne la référence tout de suite. L224-3 qui nous dit que lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par action, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés, etc., etc. À défaut d'approbation expresse des associés de l'évaluation qui est faite, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. Donc oui, c'est absolument obligatoire. Donc ça, c'est pour la transformation. Avant-dernier point que nous voyons, fusion, scission, apport partiel d'actifs. Ce sont trois opérations particulièrement importantes qui ont en commun de faire intervenir un mécanisme qui est celui de la TUP. C'est pas très joli, je sais. TUP, T-U-P.
Donc TUP, ça veut dire transmission universelle de patrimoine. Oui, je sais, voilà, le verlan, ce n'est pas la chose la plus heureuse, mais en tous les cas, donc, la TUP, c'est la transmission universelle de patrimoine. Il n'y a que moi qui suis à l'écran, hein. On ne vous voit pas, vous, en train de faire des grimaces et des expressions salaces. Voilà. Donc, il n'y a que moi qui vais payer à la fin. Donc, la transmission, oui, vous, voilà. Vous serez filmé pour le prochain semestre, vous aussi, je vous le garantis. Je ferai des montages après avec plan serré sur vous en train de dormir ou de bavarder, voilà. Puis après, je ferai des mèmes avec vous. Bien. Et des gifs, voilà. Ou des gifs. Ils vont me faire rater mon dernier cours. Ma leçon de clôture sur Facebook va être une catastrophe, est une catastrophe grâce à vous. Ah, bon, bref, allez, on y tient, on tient quand même. Donc, fusion, scission et apport partiel d'actifs, je vais y arriver. Donc, phénomène de transmission universelle de patrimoine, c'est pas la peine de mettre des petits cœurs, ça m'encourage pas du tout. Transmission universelle de patrimoine, que se passe-t-il? Donc, la fusion, je vais prendre ce cas-là pour commencer. Quand vous avez une fusion, vous avez une société qui va disparaître, qui va être... C'est une manière, si vous voulez, de transmettre tout l'actif et le passif d'une société à une autre société. Plutôt que de lui vendre chaque bien qu'elle détient et de lui céder chaque dette qu'elle a, on va avaler, entre guillemets, tout le patrimoine d'une société. Donc vous avez une société qui a une activité donnée. Si notre société veut acheter cette activité, on peut, imaginons, on est une société de transport. Il y a une petite société dans la région parisienne qui a une dizaine de camions, qui a 30 salariés, des locaux. On dit, tiens, mais on est intéressé par leur activité. On peut acheter les camions, on peut récupérer les locaux, et vous avez vu, ou vous savez déjà qu'en droit du travail, on a cet article, alors c'est plus L122.12, c'est L1224-1, les salariés vont être transférés automatiquement. Ça, c'est une manière de procéder. Mais on peut aussi faire une fusion, c'est-à-dire qu'on va absorber la société en question. Nous, on modifie nos statuts, nous, société absorbante. La société absorbée vote aussi une modification de ses statuts. Et les associés de la société absorbée vont voter sa dissolution. Et nous, on va décider d'augmenter notre capital. Non, ce n'est pas mon dernier cours sur Facebook, c'est le dernier cours du semestre, je réponds à des questions. C'est le dernier cours du semestre qui est filmé sur Facebook. Mais le second semestre de droit spécial sera aussi filmé, sauf si vraiment le résultat est tellement catastrophique que j'arrête là toute activité sur Internet. Bien, donc, l'absorbante augmente son capital, l'absorbé décide sa dissolution. Je reprends mon exemple. La société absorbée, on va l'évaluer. On va dire que la valeur de son activité, des camions, des locaux, son chiffre d'affaires, son bénéfice, son passif aussi, parce qu'elle a peut-être des dettes, eh bien tout ça, ça vaut tant. On va l'évaluer. Cette évaluation faite, je ne parle pas de l'intervention du professionnel particulier qui est le commissaire à la fusion, mais cette intervention faite, nous, société absorbante, on va décider d'augmenter notre capital social d'une somme équivalente. La société absorbée est dissoute, notre société récupère toute l'activité, tout l'actif, tout le passif de la société absorbée. On crée un nombre d'actions équivalent à la valeur de la société absorbée. Et on remet ces actions, on a de nouveaux actionnaires qui sont les associés ou les actionnaires de la société absorbée. Donc, ceux qui avaient la société de transport qui a disparu sont maintenant nos actionnaires et notre société a récupéré le patrimoine de la société absorbée, c'est-à-dire tout l'actif et tout le passif.
C'est un mécanisme qui est beaucoup utilisé pour ce type de grosses opérations, parce que ça permet de récupérer tout en un coup. La jurisprudence considère qu'il y a une restriction pour les contrats qui sont conclus intuitu personae. Si quelqu'un avait fait un contrat avec la société qui disparaît et qu'il l'avait fait en considération de la personne de cette société, alors il faut qu'il donne son accord pour que son contrat soit transmis à la société absorbante. Si c'est un contrat qui est conclu en considération de la personne, le créancier n'est pas, enfin le créancier, le co-contractant n'est pas tenu de subir la transmission. Je fais juste un retour un instant. J'ai oublié de vous dire, quand la réduction de capital, pardon, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai sauté ce point. Quand on fait une réduction de capital social, quand elle n'est pas motivée par des pertes, dans les SARL et les sociétés par action, il y a un droit d'opposition pour les créanciers. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'y pense maintenant. Quand la réduction de capital social, j'ai parlé de réduction motivée par des pertes, mais je n'ai pas dit ce qui se passait quand elle n'était pas motivée par des pertes. Quand elle n'est pas motivée par des pertes, ça veut dire que vous réduisez le capital social, et du coup vous rendez des sommes aux associés, parce que vous dites qu'une partie des actions sont annulées, et vous rendez aux associés dont les titres sont annulés, vous leur rendez leurs apports. Eh bien, dans cette situation, ça ne protège pas les créanciers, ça porte même atteinte aux droits des créanciers, parce que la société est moins solvable qu'elle l'était avant la réduction de capital. Et donc, dans ce cas-là, pour les SARL et les sociétés par action, on a un mécanisme de protection des créanciers qui a un droit d'opposition. Ils peuvent s'opposer à la réduction de capital et ils peuvent du coup saisir le juge qui va éventuellement demander à la société de les rembourser immédiatement ou de constituer des garanties. Je reviens donc à mes opérations de fusion, scission, apport partiel d'actifs. Ce sont des opérations avec un mécanisme de transmission universelle du patrimoine. Dans la fusion, vous avez une société qui va en absorber une autre, une ou plusieurs autres. Dans la scission, vous avez une société qui partage son patrimoine entre deux ou plusieurs autres. Et dans l'apport partiel d'actifs, c'est une opération où une société, je vais rester simple, mais une société transmet des actifs à une autre société. Elle fait un apport à une autre société. Quand vous faites un apport, vous ne transmettez pas le passif, normalement. Vous transmettez que les biens apportés. Mais par exception, si vous soumettez, si la société qui apporte et la société qui reçoit décident que l'opération est soumise au régime des scissions, alors la jurisprudence décide que cela produit un effet de transmission universelle du patrimoine pour la branche d'activité apportée. Solution un peu surprenante, puisqu'on décide qu'il y a une transmission universelle du patrimoine, mais pour une branche d'activité seulement. Et on a des débats pour savoir s'il faut transférer une branche d'activité autonome pour que cet effet se produise, ou si on peut transférer des biens, même s'ils ne forment pas véritablement une branche d'activité. Quand vous faites une opération de ce type, vous avez, dans certains cas, un droit d'opposition pour les créanciers. Si vous faites une scission ou si vous faites un apport partiel d'actifs, soit toutes les sociétés restent tenues du passif, mais si vous décidez que quand j'apporte mon actif et mon passif, dans le cas d'un apport partiel d'actifs,
je suis libéré du passif apporté, je ne suis plus tenu du passif apporté. Dans ce cas-là, pour protéger les créanciers de la société apporteuse, on leur donne un droit d'opposition, comme ceux qu'on vient d'évoquer en matière de réduction du capital. Donc ils peuvent saisir la justice pour obtenir qu'on les rembourse immédiatement ou qu'on constitue des garanties particulières à leur bénéfice. Je vois ici rapidement des choses qui sont assez complexes. Et je termine avec, dernier point, la dissolution de la société. La dissolution de la société, donc, on met fin à la société. Il y a un texte qu'il faut regarder ensemble, c'est l'article 1844-7 du Code civil, qui vous liste les cas de dissolution. La société, donc 1844-7, la société prend fin par, premier cas, l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation. Donc si la société est constituée pour 10 ans et qu'on arrive au bout des 10 ans, la société est automatiquement dissoute. Par la réalisation ou l'extinction de son objet, on l'a constitué pour faire une activité donnée, construire un immeuble, l'immeuble est construit, et on ne lui a pas donné d'autres activités que construire cet immeuble-là. Elle est dissoute automatiquement. L'annulation du contrat de société, c'est un cas de dissolution. Si on annule le contrat de société, ça entraîne dissolution de la société. La dissolution anticipée décidée par les associés, on a fait une société pour 99 ans, mais au bout de 10 jours, on décide qu'on ne s'entend pas bien du tout et on décide d'arrêter là. Donc, on met fin de manière anticipée à la société. Autre hypothèse encore, hypothèse qui est fréquemment invoquée, la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour juste motif. Donc là, on n'a pas la majorité. Je suis associé avec vous. Je n'ai pas la majorité pour décider la dissolution de la société, mais je demande au juge de prononcer une dissolution judiciaire pour juste motif. Le motif qui est très souvent invoqué, on en indique deux ici. On dit notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé. Je suis associé avec vous, mais vous n'avez pas libéré votre apport, c'est un cas de dissolution. Et on dit ou de mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la société. On en a déjà parlé à propos de l'affectio societatis. Il ne suffit pas de se bagarrer dès qu'on arrive dans la société parce qu'on s'entend très mal. Il faut que la mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Et puis il y a aussi dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas où la société est devenue unipersonnelle et où elle ne peut pas le rester, et également l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, donc quand la société, entre guillemets, a fait faillite et n'a plus de quoi payer ses créanciers, on la fait disparaître. Bien. Ça, c'est les cas de dissolution. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder, enfin c'est intéressant aussi bien sûr, mais c'est de regarder les effets de la dissolution. Quand une société est dissoute, elle a un patrimoine. Ce patrimoine, on ne peut pas claquer des doigts et le faire disparaître. Il faut liquider le patrimoine de la société. Ça veut dire que quand une société est dissoute, les textes le prévoient, vous avez des textes peu détaillés pour les sociétés autres que les sociétés commerciales. C'est l'article 1844-8 et l'article 1844-9 du Code civil sur la liquidation et le partage. Et dans le Code de commerce, ce sont les articles L237-1 et suivants. Quand vous avez
dissolution de la société, le principe, c'est qu'on va liquider son patrimoine. Ça veut dire que les dirigeants ne sont plus en fonction. Ils sont remplacés par un dirigeant d'une forme nouvelle qui est un liquidateur, qui est quelqu'un qui a pour activité de réaliser l'actif de la société, donc de transformer les biens de la société en argent, en numéraire, et de payer les créanciers de la société. Donc il va liquider le patrimoine, donc il va réaliser l'actif, et avec l'actif, il va payer le passif. Le but étant qu'à la fin, on a payé, à la fin de la liquidation, les créanciers ont tous été payés. Il reste à ce moment-là de l'argent. Cet argent, c'est l'apport qu'avaient fait les associés qu'on leur rend. Et s'il reste encore de l'argent, c'est le boni de liquidation, donc c'est le bénéfice qui n'avait pas été distribué en cours de vie sociale. Le principe, c'est qu'on liquide la société, et quand la société est liquidée, il y a une grande règle, c'est que sa personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation. Donc tant qu'elle est en liquidation, elle reste une personne morale, mais elle n'a plus qu'une capacité réduite parce qu'elle ne peut normalement plus faire que les actes qui sont requis par la liquidation, pour les besoins de la liquidation. Dernier point, quand la société est une société qui n'a qu'un seul associé et que cet associé est un associé personne morale, l'article 1844-5 du Code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne transmission universelle du patrimoine de celle-ci sans liquidation à l'associé unique, personne morale. Donc une société qui a un seul associé, si c'est une personne physique, quand la société est dissoute, il y a liquidation. Si c'est une personne morale, à ce moment-là, tout le patrimoine, comme une fusion, tout le patrimoine de la société qui disparaît est transmis à son associé unique. Ce sont sur ces derniers mots que j'achève ce premier semestre de droit des sociétés et je vous remercie. Merci. C'est toujours quelque chose. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on termine. Merci à vous aussi.